Salam alaikum. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu l'environnement de développement .NET en utilisant l'outil visuel l'IDE Visual Studio 2019. Alors, premièrement, bien sûr, pour télécharger Visual Studio, vous devez entrer sur le site web officiel visualstudio.microsoft.com. Il suffit tout simplement de taper dans la barre de recherche Visual Studio 2019. Et par la suite, vous allez accéder au premier lieu. Vous allez choisir soit la version communauté qui va généralement vous donner les options les plus intéressantes de Visual Studio, sinon professionnel si vous avez une clé. Alors après le téléchargement, ce qu'en réalité vous allez télécharger, vous allez installer dès le premier pas, ce n'est pas Visual Studio, mais c'est plutôt Visual Studio Installer. Alors Visual Studio Installer, c'est un logiciel qui va vous aider à installer ou bien à gérer toutes les versions Visual Studio qui se trouvent sur votre ordinateur. D'accord? Donc pour vous, lorsque Visual Studio va être lancé pour la première fois, au lieu de modifier, vous allez trouver installer. Alors il suffit tout simplement de cliquer sur installer et choisir les options ou bien ce que vous voulez installer exactement dans votre version Visual Studio. Et bien sûr, attendre, généralement, c'est selon le débit d'Internet. Vous allez peut-être attendre 2 heures ou bien 3 heures pour la finalisation de l'installation de votre IDE Visual Studio Professionnel 2019. Alors pour moi, je vais cliquer sur modifier juste pour partager avec vous l'interface graphique. Alors généralement, par défaut, tout ce qui est coché maintenant doit être décoché dans votre cas pour la première installation. Alors pour nous, nous avons vraiment besoin de la partie développement .NET Desktop pour le premier semestre et développement web ASP.NET pour le deuxième semestre. Mais généralement, il ne suffit pas tout simplement de les cocher, mais vaut mieux les cocher et voir si toutes les options à droite sont cochées. Généralement, nous avons aussi besoin que toutes les options doivent être cochées. D'accord? Alors pour éviter tout simplement les problèmes par la suite, et vous allez cliquer sur installer et attendre la finalisation de l'installation. Alors une fois installé, vous allez accéder à votre logiciel, bien sûr, avec la façon que vous voulez, avec des clics, avec exécution, avec administrateur si vous voulez éviter les problèmes de droit, etc. Le plus important, c'est que vous devez lancer votre IDE. Alors, par la suite, vous allez cliquer sur créer un nouveau projet et nous allons là chercher parmi la liste des projets un type de projet qui s'appelle application Windows Form. Voilà, alors application console.NET Core, application web ASP.NET Core, etc. Vous allez chercher ici pour trouver application Windows Form. Sinon, vous pouvez tout simplement choisir, pour réduire un petit peu cette liste, vous pouvez choisir tous les projets de type bureau. Alors là, vous allez trouver application Windows Form, .NET Core, s'il vous plaît. Ne choisissez pas WPF, ne choisissez pas application Windows Form, .NET Framework Core. Nous allons travailler avec le Core dans le deuxième semestre avec l'ASP Core. Alors, application Windows Form, suivant, je vais la nommer TP1 Login Password et créer. Alors dans un premier temps, je vais essayer de vous expliquer l'interface graphique de Visual Studio, ce qu'il va vous offrir tout simplement. Alors comme je vous ai déjà dit, il y en a le formulaire au milieu, le design de votre formulaire, ce que vous pouvez voir en mode visuel, ce qui était par exemple ensuite un petit peu compliqué avec les applications Java. Vous avez boîte à outils à gauche. Et vous avez bien sûr la partie propriétés à droite, les propriétés visuelles de votre contrôle. Alors l'initialisation se fait
lors de la création de votre première application, une seule fois dans le cycle de vie de votre Visual Studio. Et voilà la liste de boîtes à outils. Vous avez une partie pour la recherche, sinon vous pouvez tout simplement les trouver ici. Alors par exemple, j'aimerais bien travailler avec un label. Alors voilà, un label. Label. J'aimerais bien aussi travailler avec deux zones de texte. Alors textbox. Vous glissez textbox. Vous glissez textbox. J'aimerais bien travailler avec quelques boutons. Alors, boutons. Alors pour le label, c'est pour le premier label, c'est pour login. Deuxième, c'est pour password. Alors un simple clic. Et par la suite, je vais chercher dans la partie propriété sur l'attribut qui peut nous modifier le texte de notre label. Alors par exemple, backcolor c'est pour le changement de couleur d'arrière-plan, border style c'est pour le style de bordure, le type de curseur lorsque je vais passer la souris sur cet élément, etc. Alors je vais chercher, je vais trouver un attribut qui s'appelle texte. Je peux même des fois lire tous les attributs et voir si ça marche ou ça marche pas et tester. Ce n'est pas quelque chose de grave. Alors le texte, c'est label 1. Je vais la modifier par login. Par la suite, le texte par password. Pour les zones de texte, je ne veux pas changer grand chose en ce qui concerne le style. Sinon, je peux aussi changer la couleur d'arrière-plan, le type de bordure, est-ce que c'est 3D ou non, type de curseur, le type de font. Par exemple, là, je peux modifier le type de font. Est-ce qu'il est gras, par exemple? La couleur d'écriture, par exemple Windows Text, je peux la modifier par une autre couleur bleue, etc. Et je peux changer encore plusieurs choses. Mais généralement, actuellement, le plus important pour moi, c'est changer le name pour pouvoir le récupérer par la suite. Car, avançons un petit peu, si j'essaie d'entamer, en fait, le fichier s'appelle form.cs, form 1. Alors, je vous ai déjà dit que vous allez trouver deux fichiers. Un fichier qui s'appelle form1.cs et un autre fichier qui s'appelle form1designer.cs. Alors ce fichier contient le code généré par défaut lorsque nous sommes en train de glisser ou bien de manipuler les éléments sur notre formulaire. Alors double-clic sur Form Designer, vous n'êtes pas vraiment obligé de lire le code. Vous allez trouver que le système a choisi des noms par défaut pour ces éléments. Label 1, label 2, texte 1, texte 2. Alors par la suite, c'est un petit peu compliqué de se rappeler est-ce que le login est dans textbox 1 ou bien textbox 2. Alors ce que je peux faire maintenant, c'est changer le name de cet élément pour pouvoir le récupérer par la suite d'une façon plus simple. Alors je vais changer l'ordre des attributs propriétés en ordre alphabétique pour simplifier la recherche. Quand par catégorie, actuellement, il est par ordre alphabétique et je vais chercher name. Alors name, il est là. Je vais lui donner le nom txt login. Et pour le deuxième, txt password. CTRL S. Et si je cherche, je vais trouver que le système a changé les noms. Txt login, txt password. Pour le bouton, j'aimerais bien changer le texte du bouton et je vais écrire se connect. Voilà. Alors je peux diminuer un petit peu la taille de mon formulaire. Ce que je peux faire avec mon formulaire, je peux modifier par exemple le titre. Alors à chaque fois je vous dis, il faut tout simplement lire les attributs, essayer de chercher les attributs. Je vais considérer comme si je ne connais pas l'attribut pour pouvoir modifier le titre de mon formulaire. Alors auto-scroll, c'est pour le scrolling, pour la barre de défilement. Auto-size, est-ce que je peux changer la taille de mon formulaire d'une façon automatique. Backcolor, c'est pour la couleur. Background image, c'est l'image d'arrière-plan. Alors cancel bouton, je confie le bouton annuler. Control box, cursor, le type de curseur les radis confié. Enable, il est activé ou non. Le type d'icône qui est là, affiché, je peux aussi le modifier, etc. En fait, à chaque fois que vous cliquez sur un attribut, une explication est affichée en dessus. Par exemple, maximize box, ou le bouton d'agrandir, je peux l'annuler. Mais après, je vais le bouton d'agrandir. Alors, détermine si un formulaire dispose d'un bouton d'agrandissement dans le coin supérieur droit de sa barre. Alors, je vais chercher l'attribut
texte. Alors pour le texte, forme 1, je vais essayer de changer forme 1 par formulaire de connexion. Voilà, et ça marche. Si ça marche, c'est bon. Si ça marche pas, je dois chercher un autre attribut. Alors là, pour lancer mon application, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton de compilation démarrer. Alors voilà, un tout petit formulaire avec login, avec possibilité de saisir, avec les mêmes données. En fait, on a changé le font en gras avec la couleur bleue, password, et c'est connecté. Alors la première remarque, c'est qu'avec password, les caractères sont clairs, d'accord, sont visibles, et normalement ils ne doivent pas être visibles. Je vais revenir à la partie propriété, car généralement toute modification visible en ce qui concerne le design, le style, etc. se fait avec la partie propriété sans avoir vraiment besoin de la programmer. Alors je vais choisir cette zone de texte et je vais commencer à chercher en fait l'attribut pour le rendre en champ caché, ou bien pour cacher un petit peu, pour cacher les caractères et les modifier par les caractères spéciaux avec votre choix. En fait, je vais essayer de chercher à l'ordre wrap, visible, use wait cursor, text align, non, tag, tab stop, tab index pour déterminer l'ordre de tabulation, size, shortcuts enabled, scroll bars, right to left, non, read only, non, password char. Alors là, je vais par exemple password char car c'est password et je vais écrire par exemple étoile. D'accord? Alors je clique sur démarrer. Je vais essayer de taper quelques caractères et voilà. Ok? Alors maintenant, j'aimerais bien que lorsque le client clique sur le bouton se connecter, le système va voir si le login est égal à admin et le mot de passe est égal à admin. Je vais afficher un message de succès, sinon je vais afficher un message d'erreur. Alors pour cela, quand est-ce que je dois poser la question, quand est-ce que je vais vérifier le login et le mot de passe? C'est lorsque le client ou bien l'utilisateur clique sur le bouton se connecter. Alors, double-clic sur le bouton se connecter, comme je vous ai déjà dit, le système vous prend directement vers le handler d'événement ou bien vers l'événement. Bouton 1, clic. Ah, le curseur il est là, je dois écrire ce que je veux. Alors, par exemple, je vais essayer message. Alors, message box.show, c'est une façon pour afficher des messages. Je vais écrire hello, juste pour tester si l'événement est fonctionnel ou non. Est-ce que j'ai bien choisi l'événement ou non? Je clique sur se connecter, un message hello est affiché, je suis dans le bon événement. Alors la première des choses, je dois récupérer le texte du login. Pour cela, string login reçoit txt login. Alors l'intérêt de changer les names des éléments dans cette partie est clair. C'est pour simplifier la récupération des zones de texte ou bien des objets que vous avez besoin. Alors par la suite, string password pour récupérer le mot de passe, point texte, d'accord, et à la fin, je dois vérifier dans une condition, si le login est égal à admin, je vais faire, ou plutôt, si le login est égal à admin et le password est aussi égal à admin, je vais afficher un message de succès. Alors c'est message box.show, par exemple bravo ou bien bienvenue, et dans le else je vais écrire message box.show et erreur. Ok, alors nous allons essayer notre formulaire. Je vais taper cette fois-ci par exemple Adil dans le mot de passe, se connecter, erreur. Je vais essayer avec admin. Se connecter, bravo. C'est bon? Alors peut-être une autre information supplémentaire en ce qui concerne les messages box.show. C'est la façon la plus traditionnelle d'afficher un message d'avertissement. Sinon, généralement, les messages contiennent des icônes, contiennent un titre, etc. Enfin, je peux actuellement jouer un petit peu avec
le style de dialogue qui va être affiché avec tout simplement quelques paramètres. Alors là, quand je vous la fonction show, c'est ce qu'on appelle l'intelligence, c'est intéressant. عندها 21 surcharge, ça veut dire je peux l'appeler avec 21 façons différentes. Une avec texte. Alors affiche une boîte de messages avec le texte spécifié dans le paramètre, le texte affiché dans la boîte de messages. 2. Choisir le formulaire parent avec le texte. 3. Choisir le texte plus caption. Alors pour caption, c'est le titre du formulaire. Je peux choisir le formulaire parent, texte et caption, le titre. Je peux choisir le texte, le caption et les boutons qui doivent être affichés dans le dialogue. Des fois, j'aimerais bien afficher par exemple une boîte de dialogue avec une question, oui ou non. Des fois, peut-être OK. Des fois, OK à annuler. Généralement, j'ai besoin à chaque fois d'une boîte de dialogue avec des boutons différents. Ça dépend du fonctionnement et de ce que je veux faire. Alors la 6e, c'est on a le parent, texte, caption, message box, bouton. Et nous avons la 7e surcharge avec un texte, le texte dans le message, caption, le titre du message box, les boutons qui doivent se trouver et l'icône qui va être affichée dans le formulaire. Alors je vais commencer par le message. Alors je suis dans la partie de succès. Bienvenue maintenant, bravo. D'accord, alors là je vais écrire accès au logiciel dans le titre. Alors pour les boutons, je vais choisir messagebox.bouton. Alors j'ai besoin tout simplement d'un message OK. Je ne suis pas en train de demander une information avec oui ou non, etc. Et pour les icônes, messagebox icône. Point, et je peux choisir error, information, warning, exclamation, question, astérisque, error, exclamation. Là pour moi par exemple je vais afficher information avec i. C'est une icône i. La même chose avec le deuxième message. Pas d'accès. Virgule, message box, bouton, point, toujours la même chose avec OK. Et message box.icon point et cette fois-ci error. Et nous allons remarquer la différence en ce qui concerne le type des boutons. Alors se connecter, voilà, c'est pas d'accès, c'est le titre, erreur c'est le contenu, bouton OK tout simple et une icône d'erreur. C'est bon? Alors, je peux aussi choisir une autre façon pour afficher le message d'erreur. Par exemple, je peux laisser un petit espace là et chercher dans la boîte à outils un label. Alors, ce label va contenir le message suivant. Je dois changer texte, par exemple, login ou password erroné. Je peux même modifier la couleur du texte. Je peux choisir par exemple la couleur red pour message d'erreur. D'accord? Alors, ce label va être affiché ou bien doit être affiché si et seulement si l'utilisateur saisit un login et un mot de passe erroné. Je vais lancer l'application. La première erreur rencontrée, c'est que le message d'erreur est affiché d'une façon automatique dès le départ. Alors je vais choisir login ou password erroné, faire un clic pour afficher ses propriétés et je vais chercher l'attribut visible. En fait, ces attributs doivent être insérés impérativement dans votre dictionnaire, dans votre cerveau. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous devez savoir qu'il existe un attribut qui s'appelle visible pour cacher les éléments, pour ne pas vous perturber côté programmation. Alors visible, et je vais choisir false. Je vais lancer mon formulaire et cette fois-ci, le message login ou password erroné n'est pas affiché par défaut. Mais si et seulement si je clique sur se connecter et mes informations sont erronées, le label doit être affiché. Alors pour cette raison, je vais retourner vers l'événement de mon bouton. Je vais éliminer message box. Sinon pour Bravo, je vais le laisser. Mais pour cette partie, je vais écrire label, ou bien en fait cette fois-ci c'est label 3. C'est label 3, je vais un clic ça. Alors c'est label 3, je peux le changer vers LB erreur. D'accord? Pour simplifier sa récupération. Alors LB
erreur, point texte ou bien point visible, je m'excuse car le texte est déjà inséré, reçoit true. Je clique sur démarrer. Je vais saisir des informations erronées, se connecter et voilà, le message est affiché. Je vais essayer cette fois-ci de saisir des informations correctes. Admin. Je vais cliquer sur se connecter. Le message bravo est affiché, mais malheureusement le login, le message d'erreur n'est pas caché. Alors là, nous avons tout simplement oublié de cacher une autre fois notre élément d'affichage d'erreur. CTRL S, démarrer, nous allons tester. Alors login erroné, mot de passe erroné, se connecter, admin, se connecter, bravo, ok, et voilà le message d'erreur a été éliminé. D'accord? Alors maintenant passons au deuxième formulaire, le deuxième de calcul mathématique. Pour cela, je vais essayer d'ajouter un nouveau formulaire à mon application. C'est comme si vous êtes en train de créer une nouvelle fonction ou bien une nouvelle classe dans votre application. Alors, clique droit sur votre application, ajoutez, et vous allez trouver là un formulaire Windows. Si vous n'arrivez pas à le trouver, tout simplement cliquez sur nouvel élément et cherchez dans la liste l'élément Windows Form. Alors, Windows Form, voilà, et formulaire Windows Form. Forme 2. Ajouter. Alors ce formulaire aussi contient deux fichiers, fichier form2.cs dans lequel je vais écrire ma logique et form2.designer.cs dans lequel le contenu de design est généré automatiquement. C'est une partie qui est gérée par Visual Studio en lui-même. Alors je vais créer une deuxième fois deux labels, un pour A, un pour B, deux zones de texte. Alors textbox, en fait là vous pouvez jouer avec CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, copier-coller. Et je vais choisir bouton. Un bouton pour plus, un autre pour la soustraction, un autre pour la multiplication et un autre pour la division. Ce que je dois changer dans mon application, c'est le contenu des deux labels. Alors, label 1, je vais écrire dans le texte A. Et pour le deuxième, je vais écrire B. Pour les zones de texte, je vais changer les names pour pouvoir récupérer. Alors, TXT A. Et pour le deuxième, c'est TXT B. Pour les boutons, je vais changer le texte. Alors le texte, voilà. Alors c'est plus, c'est moins, c'est multiplication et c'est la division. Et il vaut mieux aussi changer les noms des boutons pour que vous puissiez par la suite récupérer l'événement d'une façon plus simple. Alors BT plus, BT soustraction, BT multiplication et BT division. Et voilà, notre formulaire est actuellement en bonne forme. Il me reste tout simplement un label dans lequel je vais afficher le résultat. Le label doit avoir le nom LB Result. Alors si vous remarquez, je change le name pour les éléments avec lesquels je vais faire interaction en arrière-plan en programmation. Les labels A et B, je n'ai pas changé les names. Pourquoi? Car je n'ai pas vraiment besoin de les récupérer côté programmation. Je ne change le name que pour les éléments que je vois, que je peux utiliser en arrière-plan et qui vont m'aider à les récupérer par la suite d'une façon plus simple. Alors le name LB Result et le texte va être éliminé et voilà mon formulaire. Alors maintenant, si je clique sur le bouton plus, premièrement, je dois récupérer ce qui se trouve dans la zone de texte A. Et c'est sous forme de chaîne de caractères. Alors A reçoit txta.text. Par la suite, je vais récupérer B. Alors txtb.text, point virgule. Et mon problème, c'est que lorsque je vais appeler un plus pour faire une opération arithmétique, malheureusement, chaînes de caractères vont être concaténées et collées une avec
l'autre. C'est pour cette raison que je dois les convertir avant de commencer l'opération arithmétique. Je dois les convertir en entier. Et là, je vais créer une variable qui s'appelle a minuscule, reçoit int.pers, et je vais choisir a. Alors là, j'ai converti a en majuscule, qui est en chaîne de caractères, en un autre type entier pour pouvoir réaliser le calcul mathématique. En fait, je suis en train de diviser un petit peu les tâches. Sinon, je pouvais là mettre int pars.a, je pouvais là faire le calcul mathématique d'une façon directe avec un plus, mais je suis en train tout simplement de séparer un petit peu la logique pour le faire simple pour les personnes qui sont en train de s'adapter avec Visual Studio. Alors là, ce qui me reste, que je vais déclarer une autre variable, c'est alors avec a plus b, et il ne me reste que l'affichage du message de calcul mathématique, de résultat. Alors result, ou bien result 2. Alors là, concaténation avec a plus, je suis en train de faire l'addition, plus b plus et j'affiche le résultat avec C, et peut-être pour être gentil, je peux ajouter un point à la fin. Et nous allons tester tout simplement la fonctionnalité d'addition. Alors 5, c'est connecté. Ah, je m'excuse. Alors là, ce qui a été lancé cette fois-ci, c'est, si vous remarquez, c'est le premier formulaire. Et là, j'aimerais bien travailler avec le deuxième formulaire. Il y en a une option que vous pouvez cliquer sur propriété, d'accord, et vous pouvez choisir ce qu'on appelle le formulaire de démarrage. Vous pouvez choisir le formulaire de démarrage via l'interface graphique. Sinon, je préfère le faire directement via le fichier programme.cs qui se trouve généralement dans votre application et qui contient la fonction main. Et on connaît très bien que la fonction main, c'est le point d'entrée de n'importe quel logiciel ou bien de n'importe quel programme. Et là, vous allez trouver dans la dernière ligne application run new form 1, car c'est le premier formulaire. Mon formulaire s'appelle forme 2. Je vais changer forme 1 par forme 2. Et là, j'ai pu changer le formulaire de démarrage de mon projet. Démarrer. Alors voilà A et B et plus. Je vais écrire par exemple 5 et 5 et plus. Résultat de 5 plus 5 et 10. Je vais modifier avec 15. Résultat de 5 plus 15 et 20. Maintenant, nous allons essayer de travailler sur les autres boutons. Soustraction. Généralement, c'est la même chose. Et lorsqu'un développeur est en train de travailler sur son application, il remarque qu'il est en train de faire des copies de code, il doit là lancer une petite alerte de maintenance. Je vais trouver par la suite des problèmes de maintenance. Car si jamais on vous demande de récupérer 3 numéros, malheureusement, vous devez modifier dans n'importe quel bouton. Bien sûr, c'est un exemple simple dans lequel vous pouvez vous rappeler par la suite, par exemple, d'ici 2 mois, d'ici 3 mois, vous pouvez vous rappeler les emplacements des modifications, et 4 modifications, ce n'est pas quelque chose de grave, mais généralement, c'est une bonne habitude et une bonne pratique d'essayer de détecter automatiquement au moment de développement les emplacements dans lesquels vous êtes en train d'écrire un code redondant, un code qui se répète à chaque fois. Ça veut dire que lorsque vous voulez le modifier ou bien le corriger, vous serez obligé de le faire plusieurs fois. Alors, ce que je vais modifier normalement ici, c'est tout simplement la soustraction. Alors, on remarque qu'entre la partie bouton de soustraction et bouton d'addition, les 4 lignes se répètent. Même cette ligne se répète. Même cette ligne, nous pouvons faire un appel à une fonction avec switch, etc. Mais je ne veux pas vraiment compliquer les choses dans cette phase. Alors, ce n'est pas vraiment du bon code. C'est fonctionnel, mais ce n'est pas vraiment du bon code. Alors, résultat de A moins B et C. Nous allons passer au bouton de multiplication. Copie de code, coller. Alors là, au lieu de soustraction, multiplication, au lieu de soustraction, signe de multiplication. Et à la fin,
la division. Et pour la division, ce que nous allons faire, c'est aussi le même code. Nous n'allons pas traiter le cas de division sur 0. Alors ça, c'est division. Ça, c'est division aussi. Et par la suite, c'est tout. Alors nous allons démarrer notre application. Je vais saisir par exemple 5 et 4, plus c'est 9, soustraction c'est 1, multiplication c'est 20, et la division c'est 1. Alors bien sûr, la prise en charge des nombres flottants n'est pas faite. Normalement c'est 1, quelques poussières. Et bien voilà, généralement ce qui est recommandé actuellement, c'est tout simplement d'essayer de travailler sur des petites applications dans lesquelles vous pouvez connaître généralement quelques contrôles avec les propriétés les plus utilisées, avec les événements les plus utilisés. Alors là, si je parle d'événements, en fait, les boutons ne contiennent pas que l'événement clic. Vous pouvez trouver la liste de tous les événements dans un autre emplacement. Alors vous pouvez sélectionner par exemple un bouton plus. Voilà, ce sont les propriétés visuelles du bouton. Et si vous cliquez sur ça, les événements du bouton vont être affichés. Vous pouvez choisir n'importe quel événement. Par exemple, nous avons mouse over. Si la souris passe au-dessus de bouton. Mouse sleeve, la souris sort du niveau de bouton. Move, paint, text change, c'est le texte qui change. Il y en a plusieurs événements. Nous avons click, c'est l'événement avec lequel nous sommes en train de travailler. Nous avons drag, ce sont tous des événements qui peuvent être utilisés par la suite. Mais généralement, pour un bouton, c'est l'événement click qui est plus utilisé que les autres. Voilà. Alors, il faut connaître les événements les plus intéressants pour vos contrôles. Alors, à chaque fois, vous devez essayer de glisser un élément et essayer de jouer avec lui. Voilà, par exemple, un checkbox, double-clic pour l'événement. Alors, il y en a un événement qui s'appelle Check It Change. Alors, cet événement, quand est-ce qu'il va être exécuté? Alors, message, box, tout simplement, pour savoir quand est-ce que l'événement va être lancé. En fait, c'est l'événement par défaut. Hello. Alors, peut-être il y en a des personnes qui vont dire que Hello va être affiché lorsque je vais cocher. Mais lorsque je vais décocher, il ne va pas être affiché. Alors ce simple test peut vous aider à savoir quand est-ce que l'événement Check It Changed, checkbox va être exécuté. Alors checkbox Hello, je vais décocher Hello. Alors cet événement s'exécute soit que je coche, soit que je coche pas. D'accord? Alors vous devez essayer de lire un petit peu ces événements, peut-être aussi ces attributs. Nous avons checked false, et par défaut qu'il lance machine cochée. Sinon je peux choisir true lorsque je démarre. La zone de texte ou bien la case à cocher va être cochée par défaut. Vous pouvez changer ce que vous voulez. Alors à chaque fois, comme je vous ai dit, essayez de voir Combo Box, c'est un élément aussi qui est important. Essayez de voir Data Grid View, c'est un élément qui est très très important. Date Time Picker pour choisir les dates. Alors bien sûr les zones de texte. Listbox aussi, c'est un élément qui est important. Essayez de lire un petit peu les fonctionnalités et les événements de cet événement. Image list par exemple, group box pour grouper un petit peu les éléments, c'est l'équivalent de field set en HTML. Nous avons par exemple fold browser dialog pour choisir avec le bouton parcourir pour choisir un fichier. Nous avons par exemple picture box pour afficher les images, c'est un élément que nous allons utiliser par la suite aussi. Alors ce sont généralement tous les contrôles qui se trouvent dans Visual Studio. Alors surtout pour ces éléments, je préfère, j'ai oublié peut-être les radio-boutons, surtout pour ces éléments. Ils doivent vraiment être maîtrisés à 100% car c'est impossible, mais nous devons connaître les attributs visuels et les événements les plus utilisés, connaître quand est-ce que ces événements sont générés pour pouvoir travailler sur les applications. Car si nous donnons une note à Visual Studio en ce qui concerne le design et la génération du code design, je peux donner la note de 10 sur 10 à Visual Studio sur ce côté, car généralement j'ai travaillé avec d'autres outils, d'autres langages qui gèrent les interfaces graphiques. Je n'ai jamais travaillé avec une telle interface qui est très simple, très facile et qui ne contient généralement aucune erreur. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine.